En attendant que les personnes arrivent, je vais commencer à vous parler de la suite de cet après-midi. Donc nous allons attaquer la deuxième session qui sera structurée de la même manière. Donc j'appelle les porteurs d'axe, donc A4, donc Élodie Guigon et Jérémy Lebrun, pour nous faire une petite introduction rapide sur cet axe, un petit peu thématique, et donc expliquer un petit peu la logique, et ensuite introduire les présentations. Donc pareil, nous avons 4 présentations de 15 minutes. Chacune sera suivie de 5 minutes de questions, et à la fin, nous aurons un temps d'échange plus global sur cet axe 4 et sur les liens entre les présentations. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Élodie Guigon et ou Jérémy Lebrun. Je ne sais pas comment vous vous êtes arrangés pour ça. Et je vous souhaite une bonne session. Merci François. Donc pour cette deuxième session donc, sur l'axe 4 du programme Pyrensen, on va s'intéresser aux contaminants, aux niveaux et effets dans les écosystèmes et sur la santé. Alors cet axe, il est divisé en 3 blocs que je vais vous dire rapidement pour faire une petite introduction. Le premier, c'est l'écodynamique de la multicontamination et le rôle du biote. Le deuxième bloc, c'est sur les effets de la contamination globale sur les écosystèmes et les organismes. Et enfin, au cours de cette phase, le troisième bloc va s'intéresser à la part de l'eau dans l'exposome et les rétroactions anthropogéniques. Et pour cet après-midi, les présentations vont concerner les 2 premiers blocs. Et en particulier, vous allez avoir des présentations sur l'antimoine, sur les pesticides et les microplastiques. Voilà. Et donc, sans plus attendre, nous allons passer à la première présentation de cette session avec Hari Jadra, qui, je vais donc faire comme Alexandre, parler d'un titre pas trop long, Mobilité de l'antimoine urbain vers l'environnement, 2 points, résultat d'expérience d'incubation de sédiments de bassins autoroutiers. Ça va, en un souffle, c'était bon. Bon, bonjour, merci pour cette présentation. Bon, aujourd'hui, je vais parler sur le résultat d'expérience d'incubation de sédiments qui étaient contaminés par l'antimoine dans ces bassins autoroutiers. C'est un projet qui a été mené par Sophie Ayrault et Philippe Lobab et avec plusieurs labos qui étaient en collaboration. D'abord, petit rappel sur l'antimoine. Pourquoi ça s'appelle l'antimoine, mais le symbole c'est Sb. En fait, le Sb, ça vient de la minérale qui est le plus abondante de l'antimoine, c'est le S-stibinite, le Sb2S3. Et après, ça a changé pour l'antimoine. Soit ce terme-là, ça vient de la terme grec qui dit c'est l'opposé d'être seul, parce que l'antimoine a toujours été combiné avec le plomb ou le cuivre, ou soit c'est une légende au Moyen-Âge qui est sortie parce qu'il y a une section de morts parmi des moines qui ont fait beaucoup de recherches sur l'antimoine sur le corps, donc c'était toxique pour eux. Mais en fait, l'antimoine, c'est un élément qui était utilisé depuis l'Antiquité, et en fait, il a été utilisé comme des fards pour les yeux chez les Égyptiens et aussi comme des pigments chez le Mésopotamie. Alors, pour on a resté utiliser l'antimoine jusqu'à maintenant, et maintenant, par exemple, en Europe, c'est très utilisable dans le retardeur de flamme et aussi dans le batterie acide, aussi l'alliage de blanc et dans le verre et le plastique. Le premier pays mondial de production de l'antimoine, c'est la Chine avec 47%. À cause de cette utilisation très intense de l'antimoine, on voit qu'il y a une émergence de ces contaminations dans les zones urbaines, comme par exemple dans le bassin de la Seine, qui a été montré dans plusieurs études. Et en fait, la principale source, c'est l'incinération des déchets, ou soit le trafic automobilier et aussi le recyclage. La particularité de l'antimoine, c'est en fait sa spéciation très complexe et versatile. Ça veut dire qu'il peut passer de la antimonite en antimonate par des processus biotiques ou abiotiques, c'est-à-dire le changement de conditions de milieu comme le pH, la température et aussi l'oxygène ou le teneur en minéraux de fer. Et
en général, les antimonates, elles sont moins mobiles, non, elles sont plus mobiles et moins toxiques que la antimonite qui est une forte toxicité, mais moins de mobilité. Le problème en général de la sédimante qui a été contaminée par l'antimoine, en fait, la gestion de ces sédiments. Parce que toujours, les entreprises qui font la gestion sur ces sédiments ou le traitement, en fait, on voit que l'antimoine qui passe le seuil préférentiel utilisé pour des analyses de lixiviation et qui ça coûte ça coûte un peu plus cher et il y a un jeu économique dans traitement de sédiments contaminés par l'antimoine. Deuxième problème aussi, on sait que la majorité des environnements de surface contient des minéraux de fer et ou oxyhydroxyde de fer, comme par exemple le fer hydride, et c'est des minéraux qui, pour tenir une grande quantité de l'antimoine et de polluants en général, mais sont aussi instables quand il y a de changement de milieu redox dans l'environnement. Donc, on a des questions qui se posent dans cette étude. Quel mécanisme biogéochimique qui provoque ces transformations et quelles conséquences sur la mobilité de l'antimoine et dans ces environnements de surface? Bon, dans ce projet de recherche, en fait, ils ont déjà commencé avec l'étude, ils ont choisi 3 bassins et qui sont en fait des bassins qui concentrent les affluents et le ruissellement de autoroutes. C'est des bassins dans l'Île-de-France. Et ces bassins-là, en fait, ils sont un bon modèle de système d'accumulateur des contaminants qui viennent de l'autoroute et aussi des systèmes bien réactifs. Donc, dans ces systèmes comme ça, nous permettent d'étudier la dynamique de l'antimoine dans une condition comparable à la nature, comme dans les rivières ou dans les sédiments en général. Pour cette étude, je vais présenter l'étude on a choisi le bassin de Marcoussis, qui est dans le bassin versant de l'Orge. Et en fait, on a fait une compagnie d'échantillonnage des sédiments et de l'eau dans le même endroit et pour étudier cette dynamique de l'antimoine. Et en fait, en général, ces sédiments sont principalement composés de feldspar et d'argile, quartz et calcite. Et aussi, il y a un peu de minéraux secondaires comme l'oxyhydroxyde de fer. En fait, le premier résultat qui était mené par la thèse de Maïva-Vili sur d'abord les sources et les formes de l'antimoine en milieu routier. En fait, ici, ils ont découvert quelle est la proportion des apports à l'environnement par le ruissellement de cette autoroute. En fait, on voit qu'il y a une grande partie d'antimoine qui était apportée par des particules. Et ces particules-là, c'est des plaquettes de frein qui contiennent le stibine, le SB de S3, et aussi le oxyde d'antimoine. Parce que lors du freinage de voiture, ça va oxyder et ça donne les oxydes d'antimoine. En fait, avant cette étude, la majorité était admis en fait que l'antimoine arrive à cet sédiment par des phases solubles. Et après, il y a une absorption ou incorporation de l'antimoine dans des phases de minéraux secondaires comme le fer hydride. Mais après cette étude, on dit qu'il y a une grande proportion qui vient aussi par cette phase des particules. En fait, en général, pour les oxydes de fer qui contiennent aussi, qui est dans ces sédiments, comme on a dit, le fer hydride, c'est un nanoparticule et qui a une surface spécifique très large. Donc, il a une capacité de piéger plein de polluants. Parmi ça, c'est l'antimoine. Bon, après, comme on a identifié les sources d'antimoine, après, ils ont intéressé par la chimie de l'antimoine. Est-ce que ça change l'espèce de l'antimoine ou... Donc, pour ça, ils ont fait des mesures en absorption X au seuil de l'antimoine sur 5 troncs. Et en fait, ici, si on voit bien, par exemple, pour les sédiments 1 et sédiment 2, en fait, on sédimente l'échantillon de sédiment 2 qui était prélevé en fait à sec, à l'air, ça veut dire qu'elle n'était pas protégée de l'oxygène. On voit bien que la phase principale qui contient, c'était le antimoine 5 qui était lié à l'oxygène.
Mais pour le sédiment 1, qui c'est d'échantillons de sédiments qui a été prélevé sous eux, était bien protégé de l'oxygène, qu'on voit qui c'est apparaître majoritairement, c'est le sp3 avec l'oxygène. Donc, avec encore le sp5, et aussi il y a d'autres échantillons qui ont été identifiés dans cette thèse de Maïva, il y a aussi le sp3 qui était lié avec le soufre. Donc, cette existence de plusieurs, on voit qu'il y a existence de plusieurs formes de l'antimoine en fonction de conditions physico-chimiques, et ça peut proposer qu'il y a un processus peut-être biogéochimique local dans ces sédiments. C'est pour ça, en fait, c'était arrivé l'idée de faire une incubation de ces sédiments contaminés par l'antimoine au labo dans une condition contrôlée. Et en fait, on a mélangé ces sédiments avec les ferrihydrites coprécipités avec l'antimoine, et avec soit un colonne d'eau, et aussi, en fait, on l'a laissé dans une condition oxyque et anoxique. Après, en fait, aussi, on a fait les prélèvements pour voir comment ça, le vieillissement avec ce temps d'incubation, comment ça va changer, est-ce que ça va changer la spéciation de antimoine. Donc, on a fait un prélèvement après un jour, 7 jours et 28 jours, et aussi 210 jours. On a laissé cette expérience d'incubation. D'abord, le premier résultat de cette incubation, d'abord, si on voit bien ici, on a fait des analyses de la colonne d'eau de cette expérience d'incubation, et on a analysé l'antimoine. Si on voit bien ici, on voit qu'il y a très peu d'antimoine qui étaient relargués dans le colonne d'eau, à peu près moins de 0,14%. Et aussi, pour le faire, aussi, on a fait l'analyse pour voir, parce qu'ils sont associés. On voit bien qu'il y a aussi une faible quantité ou faible concentration de la fer qui était relarguée dans le système, était moins de 1,2%. Et ça veut dire, ça veut dire qu'on a l'antimoine et le fer restent plutôt dans l'eau phase solide, qui n'est pas relarguée dans l'eau. Mais aussi, on voit un peu plus, par exemple, à la fin de l'incubation, on voit qu'un peu plus, on a de concentration, par exemple, d'antimoine ou de fer qui était relargué. Et ça, c'est par rapport à lié à la diminution de colonne d'eau, lié à la évaporation en milieu oxyque, et soit peut-être lié à la réduction de transformation de oxyde de fer qu'on a. Pour vérifier ça en détail, on a fait de évaluation de minéralogie de ces sédiments. On a pris, par exemple, ici, je vous montre une image de MEB qui nous montrait une particule de ferrihydrite qui était un peu, on voit l'altération de cette particule. Par exemple, on voit qu'il y a une microfissure, il y a une zonation, et aussi l'important qu'on voit qu'il y a un biofilm qui apparaît à la hauteur de cet agrégate. Et c'est nous montrer qu'il y a une forte activité microbienne dans ces systèmes. Et ça, peut-être, ça provoque cette transformation. Pour creuser plus profond, c'est pour ça qu'on a fait des analyses au synchrotron, au seuil de fer, dans cet sédiment. Et on voit bien ici, par exemple, pour les milieux anoxiques, on voit bien que ça commence de réduire, il y a une réduction de fer 2, de réduction de fer 3 en fer 2, tout au long de l'incubation, et qui ça est lié par la transformation de ferrihydrite en magnétite. Et dans le milieu oxyque, on voit bien qu'il y a une réduction de fer 3 en fer 2. À la fin, il y a une re-oxydation à la fin de cette incubation, et c'est lié à la oxydation de magnétite en magnémite. Ici, j'ai fait un pourcentage, combien de ce pourcentage entre transformation ferrihydrite, magnétite, ou soit magnétite qui était partie en magnémite. Après, quand on a fait cette spéciation qui change pour le fer, donc on a fait la spéciation aussi de l'antimoine, qui, si ça va changer avec cette transformation de ferrihydrite, on voit bien ici, par exemple, je présente ici la donnée des XAFs au seuil de antimoine. Exactement, je présente le transforier pour les signaux d'XAFs,
qui nous montrait ici deux pics. Le premier pic, ça présente en fait toujours c'est l'environnement autour de l'atome absorbé. Et ici, j'ai la distance de, par exemple, si on voit au départ, on a l'antimoine oxygène, mais avec la violation de temps, on voit que ça change. Il y a un changement avec le temps et les conditions. Et ça, si nous pouvons montrer qu'il y a un changement de configuration de anti-5 qui est dans un octédron à sp3 qui est dans un trigonal pyramide. Ça veut dire qu'il y a une réduction aussi de sp5 à sp3 dans le milieu anoxique qui était lié à la transformation de ferrhydrite en magnétite. Et aussi dans le milieu oxyque, on voit qu'il y a une réduction du premier jour jusqu'à 28 jours, mais après, il y a une oxydation de la antimoine et l'antimoine-5. Et ça aussi lié avec qu'est-ce qui se passe avec le ferrhydrite. Ça veut dire qu'il y a toujours un couplage dans notre système, entre la bioréduction de ferrhydrite ou de fer en général avec le cycle de la antimoine. C'est un petit schéma qui présente qu'est-ce qui se passe dans le milieu anoxique qui était bien fermé. Et on voit qu'on départ de la ferrhydrite avec le sédiment. Après, il y a une petite réduction de fer et de antimoine. Et à la fin de la jour d'incubation, on arrive qu'on a à peu près 30% de 35 de magnétite avec de 60%, 75% de antimoine dans le milieu anoxique. Donc, la conclusion de cette étude, d'abord, on a des magnétites biogéniques qui étaient associés aussi à la réduction de anti-5 en anti-3. Et aussi, on a dans le milieu oxyque, on voit qu'il y a une forte réactivité géochimique de antimoine qui était réoxydé à la fin de l'incubation quand il est soumis à la flaction redox. Et aussi, on voit bien que quand on a plus de fer dans ce milieu, donc la bioréduction, c'était menée plutôt de la fer, de sulfuration dans ce système comme c'était avant. Et l'important, parmi ces aussi résultats, on a le réglage de l'antimoine et de fer dans le colon d'eau était très très faible, malgré toutes ces transformations qui étaient faites. Et ça, c'est qui est important pour peut-être les entreprises ou pour les gestions de déchets contaminés par l'antimoine. Mais on a besoin encore de creuser avec plus de facteurs. Merci et pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On arrive au moment des questions. Nous avons donc 5 minutes de questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Harish qui se fera un plaisir d'y répondre. Bonjour, Élodie Guigon, Métis. J'avais une question justement sur est-ce que vous avez analysé ou est-ce que vous avez prévu d'analyser le consortium bactérien et identifier les bactéries qui sont responsables de cette transformation? En fait, dans cette étude, on n'est pas vraiment identifié parce que c'était plutôt la minéralogie et l'analyse de solutions. Mais il y a, je pense, une thèse avec Daclor Costa, qui s'appelle, qui a en fait, il a pris des sédiments et essaye d'isoler plusieurs souches et identifier des microbes qui existent. Mais pour nous, c'était en fait l'indice qui nous montrait qu'il y a de forte activité microbienne quand on voit le biofilm, et aussi on voit qu'il y a les enchérites qui étaient aussi fabriqués, et un chérite aussi biogénique qui était fabriqué par cette microbienne. Mais je ne peux pas présenter tous les détails, mais en fait, c'est les indices qui nous ont amené à cette conclusion. Mais il y a une thèse qui est démarrée sur ça. Pas d'autres questions? Bon, écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la suite. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième présentation sur le devenir et les effets des pesticides et résidus de médicaments dans les chévennes et leurs parasites acanthocéphales.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va vous présenter les travaux qu'on a menés dans le cadre du Pirensen, donc sur les transferts de ces substances, pesticides et médicaments, vers des poissons et leurs parasites. Donc, la pollution environnementale, c'est un problème majeur. Donc, je vous présente une étude là ici de 2022 qui montre l'évolution de la production et de la consommation de ces substances et donc qui explose depuis les dernières décennies. Et les auteurs, comme vous le voyez, ont mis l'accent sur les plastiques en orange, les pesticides en gris et les antibiotiques. Et pour vous donner 2 chiffres marquants, on estime actuellement qu'il y a 350 000 substances chimiques répertoriées et en termes de volume de production, ça correspond à 300 millions de tonnes par an. Et donc, ça a donné lieu au lancement en 2024 de l'IPCP, la plateforme intergouvernementale sur les substances chimiques, à l'instar de ce qui se fait pour le changement climatique avec le GIEC et avec l'érosion de la biodiversité avec l'IPBES. Pour la majorité de ces substances, on a du mal à savoir ce qu'elles deviennent dans l'environnement et leurs impacts sur la santé environnementale et la santé humaine. Alors pourquoi c'est si difficile d'évaluer les risques ? Eh bien parce qu'il faut croiser plusieurs disciplines et ces disciplines, elles sont très peu poreuses. Alors il faut croiser de la chimie environnementale pour bien comprendre l'exposition de l'environnement et des écosystèmes, des données d'écotoxicologie pour caractériser la dangerosité des molécules, et puis aussi ce qui est très peu pris en compte, c'est la vulnérabilité des espèces. Il y a des espèces qui vont être plus sensibles que d'autres, des individus à certains stades de vie, voilà, il va y avoir des différences aussi, mais aussi entre les individus, il peut y avoir des différences de réponse aux polluants. Et parmi ces différences interindividuelles, il y a des interactions qui sont assez peu étudiées en écotoxicologie. Ça va être l'impact du parasitisme sur les réponses des poissons ou des organismes à la pollution. Donc, les hôtes et les parasites ont évolué depuis des dizaines de millions d'années dans des environnements changeants, et en plus de la fluctuation de l'environnement, il y a donc cette exposition aux polluants. Et de façon assez contre-intuitive et surprenante, certains parasites, des parasites intestinaux, ont la capacité d'accumuler des polluants. Alors là, vous voyez, c'est sur une espèce de poisson, le chevenne, qui est très commun dans nos cours d'eau. Des parasites intestinaux, les acanthocéphales, vont séquestrer le plomb, et à des niveaux 100 000 fois supérieurs à ce qu'on retrouve chez les poissons, au point que quand on compare des individus parasités à des poissons non parasités, on a des niveaux qui sont plus faibles en plomb chez les individus qui sont parasités. Et ça, c'est pas du tout un cas isolé. On a fait une revue de la littérature, on a trouvé que chez plusieurs espèces, on avait cette capacité d'accumulation des polluants par les parasites. Donc, durant la thèse de Noélie Molbert, on s'était intéressé à un panel de molécules, les phtalates, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des pesticides organochlorés, etc. Et on avait pu montrer qu'on retrouvait cette séquestration de ces polluants dans les parasites, comparé au tissu des poissons, donc dans le muscle, le foie, les contenus stomacaux, et que si on regardait la propriété physico-chimique des molécules, donc par exemple leur hydrophobicité ou leur capacité à être métabolisée, eh bien c'était surtout cette capacité à être métabolisée qui était importante. Plus une molécule est rapidement métabolisée, plus on va la retrouver à des niveaux importants dans les parasites comparés aux poissons hôtes. Donc là, on a voulu continuer cette étude en se focalisant donc sur les pesticides et les résidus de médicaments qui ont comme propriété physico-chimique, donc ils sont très hydrophiles, solubles dans l'eau, et ils sont rapidement dégradés au sein des organismes. Et donc le but, c'était de suivre le lien entre la contamination du milieu et les niveaux de ces polluants dans les différents tissus des poissons, le muscle, le foie et les branchies, et également dans les parasites intestinaux, avec l'idée que les niveaux de polluants étaient plus faibles chez les poissons qui étaient parasités comparés aux poissons non parasités. Donc je laisse la parole à Léa pour la suite.
Du coup, pour répondre à ces objectifs, nous, on travaille sur le chevenne. Donc, pourquoi le chevenne? Parce que c'est un poisson qui est très commun dans nos rivières, y compris les rivières polluées. Et c'est aussi et surtout un poisson dont on sait qu'il peut héberger dans son intestin les parasites dont on a parlé en introduction, donc les acanthocéphales, qui peuvent accumuler divers polluants. Et du coup, les chevennes, dans leur intestin, ils peuvent présenter jusqu'à 200 acanthocéphales, donc comme on le voit sur la photo. Mais plus généralement, on retrouve entre 0 et 20 parasites par poisson, avec une moyenne autour de 10 parasites par poisson. En tout cas, donc, on a capturé pour cette étude 55 chevennes par pêche électrique dans différentes rivières en Seine-et-Marne et en Essonne. Donc, juste faire un petit point rapide pour expliquer pourquoi on a choisi ces sites-là en particulier. Donc, on a pêché sur 13 sites, en fait 13 cours d'eau, comme dit sur 2 départements, donc l'Essonne et la Seine-et-Marne. Et ces sites, on les a choisis pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est qu'on voulait des sites qui étaient pêchables à pied, puisque c'est indispensable pour nous en pêche électrique. Et également, il y a aussi des sites donc, comme la rivière Essonne, qui ont été pêchés par les fédérations de pêche, et donc auxquels on a pu s'insérer pour récupérer les poissons. C'est aussi des sites donc, dont on sait qu'ils présentent une abondance élevée de chevennes, et au sein desquels les conditions sont favorables à la présence du parasite. Sur chaque site où on a pêché, on a également relevé des échantillons d'eau, ce qui nous permet aussi d'avoir accès à la contamination locale. Et on a choisi les sites, en plus de ça, pour présenter des gradients variés en termes d'habitat qu'on a étudiés sur QGIS. Donc en particulier, on a relevé la présence sur nos sites de bâtiments construits, de champs, d'eau. Alors quand je parle d'eau, je parle de rivières, de zones humides, de lacs par exemple, également de forêts, de prairies et de routes. Et donc, ça nous permet donc d'avoir des habitats qui sont très contrastés. Et en particulier, on va avoir des sites de capture qui sont très urbanisés, comme c'est le cas notamment de Corbeil-Essonnes, des sites qui sont entre urbanisation et agriculture, donc ça va être le cas par exemple de Cerny, et des sites qui sont un peu plus naturels, même si c'est toujours un petit peu urbanisé, comme Gironville et Buneau-Bonnevaux. Et donc sur l'ensemble des sites, on a comme dit capturé des chevennes, et ces chevennes ils présentent des degrés variés de parasitage. Alors certains sont parasités à des degrés divers, et d'autres ne sont pas parasités du tout, mais ça on va le savoir qu'à la dissection. Donc pour savoir ça, ces poissons-là, ils ont été ramenés au CEREP Écotron Île-de-France, où ils ont été euthanasiés, puis disséqués, ce qui nous permet d'avoir accès à différents tissus. En particulier, on a prélevé sur les chevennes, les muscles, le foie, les branchies et les parasites. Donc ces parasites-là, ce sont les acanthocéphales. On les a également pesés, et ça c'est pour savoir la biomasse totale en parasites qu'hébergent les poissons. Et donc avec ces différents tissus, donc ces différentes matrices, et l'échantillon d'eau qu'on a également prélevé, on a relevé la présence de 60 polluants, et ça on l'a fait par chromatographie en phase liquide. Et on a en particulier relevé la présence de 14 antibiotiques, donc parmi lesquels tétracycline notamment, 30 pesticides, donc comme l'imidaclopride, carbendazime ou le diflufénican, et également de 16 pharmaceutiques, comme le paracétamol ou encore le diclofénac. Et donc, sachant ça, du coup, on va avoir des résultats qui concernent la présence et la concentration des polluants dans les différentes matrices. Et je vais commencer par présenter tout simplement ce qu'on retrouve dans les différentes matrices en plus grande proportion. Donc, commençons par la concentration dans les différentes matrices. Dans l'eau, pour commencer, la molécule qu'on retrouve à la plus forte concentration, c'est l'amoxicilline, à une concentration maximale de 523 nanogrammes par litre. Dans les tissus biologiques, donc dans les muscles, c'est le paracétamol. Dans le foie et les branchies, c'est pour les 2 tissus le diclofénac. Et dans les parasites, on retrouve aussi en plus grande proportion, en plus grande concentration, le paracétamol à des niveaux maximaux de 17 nanogrammes par gramme. Donc juste pour l'ensemble des matrices, ce qu'on observe, c'est que ce qu'on retrouve le plus sont des pharmaceutiques. Et donc c'est assez représentatif ce qu'on retrouve en général dans nos échantillons, où les pharmaceutiques dominent, même si les pesticides sont également très présents. En termes maintenant d'occurrence et non pas de concentration, donc s'intéresse juste à la fréquence, je parle super vite, de détection des différentes molécules dans les tissus. Donc ce qu'on observe à la plus grande proportion dans l'ensemble des matrices, ça va être le diflufénican et le paracétamol. Et donc ça pour l'ensemble des matrices. Donc le diflufénican, juste, c'est un herbicide qui est largement utilisé. Et le paracétamol, c'est un antalgique qui est aussi très répandu. Et donc, en voyant ça, on a quand même des patterns assez différents entre les différentes matrices. On s'est posé la question de savoir, est-ce que ce qu'on retrouve dans l'eau représente bien ce qu'on retrouve dans les poissons? Et donc, pour comprendre ça, tout simplement, on a fait le parallèle entre les deux. Donc ici, on a un graphique qui montre en axe des X la concentration des polluants retrouvés dans l'eau, et en axe des Y, le niveau du même polluant retrouvé dans les tissus des poissons qui viennent du même site de capture que l'échantillon d'eau. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas de relation, en fait, entre ce qu'il y a dans l'eau
et ce qu'il y a dans les poissons en termes de concentration. Donc il y a une relation qui semble ici être négative, mais elle n'est pas significative. Donc juste les deux ne sont pas liés. Et je juste tiens à dire à ce stade quand même que ce qu'on retrouve dans l'eau, par contre, c'est largement influencé par l'habitat, parce que dans les milieux qui sont urbains, on a une concentration beaucoup plus élevée en polluants, tout type confondu. Donc ce qui était attendu, mais c'est quand même sympa de l'observer. Donc en termes d'occurrence, maintenant, on a un pattern qui est légèrement différent. Donc ici, en axe des X, on a l'occurrence des polluants dans l'eau. Donc juste, est-ce que la molécule est présente ou pas dans l'eau? Et pareil pour l'axe des Y, donc l'occurrence des polluants dans les tissus des poissons qui viennent du même site. Et donc ce qu'on voit ici, c'est quand un polluant, je ne sais pas si on voit mon... Ah non, on ne voit pas. Donc si un polluant est présent dans l'eau, il a beaucoup plus de chances d'être présent aussi dans les tissus des poissons. Et donc il semble y avoir un lien en termes d'occurrence, mais pas en termes de concentration. Et en tout cas, ces résultats-là, ils montrent bien le fait que si on veut vraiment comprendre l'impact d'une molécule sur les organismes vivants, il vaut mieux se référer aux concentrations internes plutôt qu'aux concentrations qu'on retrouve dans l'eau. Et donc en parlant des concentrations internes, on a également voulu regarder si elles variaient en fonction des différents tissus, et donc on s'est intéressé à l'organotropisme des différentes molécules dans les tissus des poissons. Donc sur les graphiques qui vont suivre, les deux graphiques qui vont suivre, on a en axe des X les différents tissus, donc les parasites ici, les branchies, le foie et les muscles, et en axe des Y, ici le nombre de polluants retrouvés dans ces différents tissus, donc le nombre de polluants, tout type confondu, donc pharmaceutiques, antibiotiques et pesticides. Et donc ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des différences marquées entre les tissus. En particulier, on voit que le nombre de polluants détectés dans les échantillons, il est plus élevé au sein des branchies. Et il est également assez élevé, comme on le voit ici, dans les parasites. Si on regarde maintenant la même relation, mais concernant la concentration en polluants et non pas le nombre, on voit aussi des patterns assez marqués, avec une concentration en polluants, tout type confondu, qui est plus élevée dans les branchies et dans le foie. Par contre, la concentration est plus faible dans les muscles et dans les parasites. Donc juste, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a deux tissus qui ressortent en particulier, c'est les branchies et le foie. Et ça s'explique assez bien biologiquement. En fait, les branchies, c'est un site qui est en contact, c'est une matrice qui est en contact direct et permanent avec l'eau, et c'est un site d'échange majeur, et donc c'est assez, j'allais dire évident, mais c'est assez logique qu'on y retrouve beaucoup de polluants. Concernant le foie, c'est l'organe majeur de la détoxification, et donc c'est pareil, assez logique que les polluants s'y accumulent ou s'y métabolisent. Donc c'est assez logique qu'on les y retrouve. Mais un point intéressant surtout, c'est que les parasites ressortent comme une des matrices où on a observé le plus grand nombre de polluants. Et ça laisse à supposer que ces parasites pourraient effectivement accumuler des polluants, soit depuis l'environnement, soit depuis leur hôte. Et pour bien comprendre ces relations entre polluants et accumulation par les parasites, on a également directement regardé les liens qui existaient entre biomasse parasitaire dans l'intestin et niveau de polluants dans les différents tissus. Donc ici, on a un graphique qui montre en axe des X la biomasse en parasites dans l'intestin et en axe des Y, le niveau de polluants retrouvé ici dans les muscles. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation positive entre les deux. Donc plus il y a de parasites dans l'intestin, si c'est positif. Donc plus il y a de parasites dans l'intestin, plus le niveau de polluants dans les muscles va augmenter. Par contre, si on regarde la même chose, mais pour les branchies, donc ici on a le même graphique, mais avec le niveau de polluants retrouvé dans les branchies, on voit par contre que le niveau de polluants dans les branchies diminue quand la biomasse en parasites augmente. Et si je mets la même relation, mais pour le foie, j'ai pas mis le graphique ici, par contre il n'y a pas de relation qui ressorte entre la biomasse en parasites et le niveau de polluants qui sont retrouvés dans le foie. Donc juste, effectivement, les relations ne sont pas parfaites, mais comme dit, donc c'est des données qui sont intéressantes et qui permettent quand même de démontrer que les parasites pourraient potentiellement moduler l'accumulation des polluants dans les différents tissus. Mais c'est des données qui sont de terrain, et donc avec ces données, on ne maîtrise pas totalement l'histoire de vie des poissons, et donc l'histoire notamment d'exposition. Et du coup, pour mieux contrôler ça et mieux l'observer, on a également fait des manips en mésocosme, où on a donc capturé des poissons, comme pour ce que je viens de présenter, qu'on a exposés ou pas à des polluants. Donc là, je vais juste présenter une manip en vitesse, sans aller dans le détail, juste pour dire qu'on les expose ou pas à des polluants. Donc ici, je vais présenter juste le paracétamol. Donc pourquoi le paracétamol? L'idée de la molécule, c'est qu'on la retrouve beaucoup dans les eaux de surface, et surtout dans les eaux de terrain, on a observé que c'était une molécule qui était bien accumulée par les parasites. Du coup, l'idée de cette manip, c'est de voir si on peut également l'observer en conditions expérimentales. Et donc à la fin de l'exposition, soit à un contrôle, soit au paracétamol, on a relevé dans les muscles la concentration en paracétamol retrouvée. Donc le graphique que je montre est lié à ce résultat-là. Donc ici, on a en axe des X la présence ou pas de parasites dans l'intestin. Donc ici, pas de parasites, et ici, présence de parasites.
Et en axe des Y, les niveaux de paracétamol retrouvés dans les muscles des poissons, et ça après l'exposition, donc soit au contrôle, soit au paracétamol. Et donc ce qu'on voit ici, première chose, c'est que quand les poissons sont exposés au paracétamol, on observe effectivement qu'il y a plus de paracétamol dans leur tissu que les poissons non exposés. Alors ça paraît évident, mais en tout cas c'est bien pour nous, ça permet de confirmer que l'exposition expérimentale, elle a marché. Et ce qui est plus intéressant, c'est que quand les poissons sont exposés au paracétamol et parasités, eh bien, le niveau de paracétamol dans leur tissu est inférieur à celui des poissons qui ne sont pas parasités. Donc, ce qui laisse à supposer que les parasites pourraient effectivement réguler l'accumulation des polluants dans les tissus. Pourtant, même s'ils régulent ça, ce qu'on peut voir, c'est que ça ne rejoint quand même pas le niveau des poissons contrôle. Donc, même s'il y a atténuation, il n'y a pas annulation de l'effet du paracétamol. Donc, pour conclure, je vais juste résumer rapidement l'ensemble des résultats qu'on a obtenus. Donc, comme on l'a vu, on a comparé en fait ce qu'il y a dans l'eau et ce qu'il y a dans les poissons, et on constate que ce n'est pas totalement lié. Et même au sein des poissons, donc entre les différents tissus, il y a des différences notables qui sont observées, avec notamment des concentrations qui sont particulièrement élevées au sein des branchies. Les parasites ressortent aussi comme étant un modulateur des polluants dans les matrices biologiques. Et donc, il apparaît que ces parasites pourraient être capables de réguler l'accumulation des polluants dans les tissus. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'ils vont directement accumuler les polluants ou est-ce que c'est lié au fait qu'ils vont modifier le métabolisme des polluants ou des poissons ? Ça reste à tester. En tout cas, nos résultats ils permettent de réfléchir à la relation hôte-parasite en contexte de pollution, qui semble pouvoir switcher entre mutualisme et parasitisme. Et ça va dépendre, du type d'exposition, également du type de polluant et également du type de tissu qu'on va considérer. Et également, les travaux s'inscrivent dans une vision plus large et une vision écosystémique de la pollution. Et ils mettent en avant le fait que les parasites sont un facteur important à prendre en compte dans l'étude sur la santé environnementale et également en écotoxicologie, pour bien comprendre l'impact que vont avoir les polluants sur les organismes et les écosystèmes. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Et pareil, nous allons avoir 5 petites minutes de questions. On en a tout de suite une ici. Et je rappelle qu'on a, comme pareil, en fin de session, on aura un moment un peu plus long et un peu plus large pour revenir sur tous ces aspects. Bonjour, Laurent Moulin, au de Paris. En fait, toutes vos comparaisons, elles sont très importantes puisque vous exprimez tous vos résultats en concentration, mais pas en concentration, mais en quantité d'un polluant par gramme d'un tissu. Or, ma question, est-ce qu'un gramme de foie, c'est la même chose qu'un gramme de muscle, et est-ce que c'est la même chose qu'un gramme de parasite? Parce que je ne suis pas sûr que la densité soit la même, donc on pourrait imaginer qu'en nombre de cellules ou en quantité de liquide, enfin tout ça va jouer. Du coup, je me demande si votre relation, si on pourra discuter sur le R2, parce qu'il n'y avait pas le R2, c'est dommage, vous mettez des graphiques un peu bizarres, mais on n'avait pas, voilà, mais peu importe. Voilà, donc je me demande du coup si vous n'êtes pas très dépendant, mais j'imagine que vous avez une réponse à ça, très dépendant de la façon de normaliser, et ça pose souvent une question de l'environnement, hein, quand on a des boues avec 3 grammes d'un polluant dans un type de boue par rapport à une autre, donc les gens ils essaient de faire en matière sèche, ou ils essaient d'exprimer quelque chose qui est stabilisé dans le temps, parce que je ne sais pas c'est quoi des grammes de parasites, hein, généralement, dans la biologie on parle en nombre de cellules, en choses comme ça, donc voilà, si vous avez une réponse un peu générale là-dessus, merci. Oui, en fait c'est bien en poids sec. Tous les tissus, toutes les concentrations ont été exprimées en poids sec. Et ouais. Bon, je sais pas, oui, ok. Mais ça ne change pas réellement le problématique. S'il y a 10 cellules, et parce qu'elles font beaucoup de matrices extracellulaires qui ne vont pas absorber des polluants, enfin, je sais, qu'est-ce que ça représente qu'un tissu, voilà, souvent quand on fait la toxicologie, on regarde ce qui circule dans le sang, parce que c'est à ça que sont exposées les cellules. Dans un morceau de tissu même sec, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ouais, alors je peux continuer. Dans les premières manips qu'on avait fait donc dans la thèse de Noélie Molbert, c'était plus des polluants lipophiles. Donc on avait exprimé les concentrations en teneur de lipine. Là, on parle de pesticides pesticides actuellement utilisés qui sont vraiment solubles dans l'eau, médicaments, etc., qui ne sont pas liés à la quantité de lipine. On n'est pas sur les PFAS qui sont liés à la quantité de protéines non plus dans le tissu. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, donc en poids sec. Ouais. Mais je n'ai pas plus d'éléments. Est-ce qu'il y a des remarques sur les pois secs? Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, il y a une question là-haut. Alors,
Ça marche, oui. J'ai juste une remarque, c'est par rapport à votre comparaison des concentrations qu'il y a dans l'eau. Je pense que vous en avez conscience, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est peut-être plutôt des concentrations qui vont être accumulées au cours du temps, qui serait le mieux à comparer, parce que là, j'imagine que vous avez pris un point au moment où vous avez échantillonné votre poisson, ce qui est peut-être pas du tout représentatif de tout ce qu'il va pouvoir rencontrer au cours de sa vie. Et notamment, il y a des moments de flush qui vont potentiellement impacter bien plus fortement votre poisson que le moment où vous avez échantillonné. Donc, est-ce que vous avez envisagé, par exemple, pourtant j'aime pas trop ce genre de technique, mais d'utiliser des capteurs passifs qui vont accumuler au cours du temps des concentrations en polluants? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà regardé ça? Merci pour la question. Oui, en fait, effectivement, là, c'était juste... je suis totalement d'accord. En fait, l'idée, c'était de se dire, on va regarder si, à un instant donné, si on capture le poisson qu'on prend échantillon d'eau aussi, est-ce que ça reflète? Et l'idée, c'était effectivement de montrer que non, ça ne suffit pas de prendre un seul point de données et qu'il vaut mieux, du coup, avoir des données répétées dans le temps parce que les poissons, d'une part, ils bougent. Et également, les contaminations, elles vont changer. Il peut y avoir des efflux de polluants à certains moments. Et donc, effectivement, je pense que la solution pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'environnement, c'est non pas d'avoir un seul point de mesure à un moment donné, mais d'avoir plusieurs points répétés dans le temps. Et il me semble que tu utilises des échantillonneurs... Oui, alors c'était pas fait dans cette étude en particulier, mais on l'a fait dans d'autres études. Et comme le dit Léa, en fait, les poissons bougent, donc les préleveurs passifs, les POCIS, on les met sur 2 semaines à un point donné, mais voilà, c'est mieux qu'un prélèvement ponctuel, je suis d'accord, mais ça ne répond pas non plus à la question de l'exposition, l'exposome, l'exposition au cours de la vie du poisson. Voilà, on a un point dans un tissu qui va varier aussi au cours du temps, des niveaux dans l'eau, et nous on fait une photographie à un temps T, et alors que c'est très dynamique, et voilà, pour l'instant on n'a pas encore... Il faudrait équiper les poissons de préleveurs passifs pour avoir leur contamination au cours d'un certain laps de temps, quoi. Eh bien, merci. On va garder la suite des questions et réactions sur cette présentation pour la suite. On va tout de suite enchaîner donc avec l'avant-dernière présentation donc, sur les impacts écologiques de la saisonnalité des transferts de pesticides vers les cours d'eau. Et donc, voilà, parfait. L'orateur arrive. Ok, trop top. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Léo Persa et aujourd'hui, je vais vous présenter et vous parler de l'action holistique qui, comme dans toutes les présentations du Pyrène, a un titre court, évaluation intégrée de l'impact écologique de la saisonnalité des transferts de pesticides vers les cours d'eau dans un contexte de bassin versant agricole drainé. Donc, titre très long. Donc, pour commencer, pour remettre un peu de contexte dans cette étude, vous le savez tous, en agriculture, il y a une utilisation massive de pesticides, à savoir qu'en 2021, il y a eu 69 500 tonnes qui ont été vendues. Et donc, ces pesticides sont appliqués sur les parcelles et sont ainsi transférés vers les masses d'eau lors d'événements hydrologiques. Et donc, ces pesticides dans les cours d'eau vont entraîner une contamination diffuse qui vont menacer la qualité et la biodiversité des eaux douces associées. Et donc, ces transferts-là et cette contamination-là, elle est rythmée par différents paramètres, à savoir l'hydrologie du bassin, le fonctionnement du drainage et les pratiques agricoles, avec une application d'herbicides en automne et de fongicides au printemps. Et donc, ces 3 paramètres vont être rythmés par la saisonnalité. Et suite au rapport de l'ESCO en 2022, il a été mis en évidence qu'il y avait en fait un manque de connaissances entre exposition et impact en conditions réelles, donc en conditions in situ, et qu'il y avait besoin de travaux d'approfondissement. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'action holistique s'intègre. Et donc, pour cela, comment évaluer l'impact des pesticides
sur les organismes, on a décidé d'utiliser donc les macro-invertébrés benthiques. Les macro-invertébrés benthiques sont des organismes vivants sur ou dans le substrat qui couvrent une large gamme de niveaux trophiques, et on peut prendre l'exemple des gammaridés, donc notre organisme d'étude. Et chez les gammaridés, on a décidé donc d'étudier des biomarqueurs multiniveaux qui sont des descripteurs biologiques quantitatifs qui révèlent l'exposition d'un individu à au moins une substance chimique à caractère polluants, donc dans notre cas, les pesticides. Et donc, chez le gammar, on va suivre des activités enzymatiques qui vont révéler d'un impact à l'échelle cellulaire, des traits biologiques à l'échelle individuelle et populationnelle, et à l'échelle des communautés, on va faire des prélèvements nous permettant d'analyser ces communautés-là et calculer des indices structurels et fonctionnels. Et donc, l'objectif global de l'action holistique, c'est comment évaluer l'impact de la saisonnalité des transferts de pesticides sur la biodiversité et ses fonctions. Et pour ça, on a 3 grands objectifs, qui est d'une part approfondir les connaissances entre dynamique d'exposition et impact des pesticides à différents niveaux d'organisation biologique, donc de la cellule jusqu'à l'écosystème, d'évaluer la réponse biologique et la variabilité interespèces pour différentes pressions abiotiques, donc les paramètres environnementaux, et déterminer la part de l'impact des pesticides dans un contexte in situ. In fine, quelque chose de beaucoup plus applicable serait donc d'identifier des périodes critiques d'exposition de la biodiversité liées à la saisonnalité des transferts. Et donc, pour faire preuve un peu d'originalité, on s'est intéressé au site de l'Orgeval, que je ne vais pas vous présenter. Et donc, sur cet observatoire-là, qui est drainé, ça va permettre un transfert rapide des contaminants vers les cours d'eau, donc des pesticides. Et sur cet observatoire-là, on va s'intéresser à 6 sites, donc 2 affluents et leur confluence, à savoir le site EM et la confluence EM, le site LR et la confluence LR. Et donc, sur ces 6 sites, on va faire quelques hypothèses, à savoir le site E est un site plutôt situé en tête de bassin versant, qui est principalement alimenté par des sources, donc on va supposer que ce site est moins contaminé en pesticides. Et ensuite, le site L, que vous pouvez voir, cette station en amont, en fait, est occupée en partie par des forêts, donc on va supposer également qu'il y aura moins de pesticides. Et donc, sur ces 6 sites, on a décidé de faire un suivi continue sur plusieurs années hydrologiques de divers paramètres. Pour cela, on va suivre des paramètres hydrologiques et physico-chimiques liés aux instrumentations de l'Observatoire Oracle, un suivi chimique, donc avec un flux de pesticides et de contaminants, donc incluant les métaux, certains médicaments et les nitrates. Et donc cela va se faire par le prélèvement d'eau composite, donc qui est différent des PO6, qui est une méthode de prélèvement plutôt intéressante, et aussi par les trappes à sédiments, puisque nos organismes vivent à l'interface aux sédiments, donc peuvent être contaminés à la fois par la fraction dissoute et la fraction particulière. Et in fine, une fois qu'on a cette dynamique d'exposition, eh bien, comment on évalue l'impact? Et donc, c'est nos suivis écotoxicologiques et écologiques qui vont nous intéresser, avec un suivi à différentes échelles organisationnelles, cellulaires, individuelles et écosystémiques. Et donc, pour cela, nos organismes d'étude vont être les gammars, et à savoir 2 espèces de gammars, Gammarus pulex et Gammarus fossarum, qui sont des espèces majoritaires du bassin de la Seine, des espèces ingénieurs, indicatrices de la santé des milieux aquatiques, ubiquistes des cours d'eau et qui ont une capacité de polyvoltinisme, c'est-à-dire à se reproduire plusieurs fois lors d'une année, et donc de recoloniser potentiellement des milieux dégradés. Pour Gammarus pulex, c'est une espèce qui a une grande tolérance écologique, qui est distribuée dans l'ensemble du bassin versant et qui a une plasticité aux stress environnementaux. En revanche, Gammarus fossarum, donc c'est le point important, c'est une espèce qui est externe à ce bassin versant et qui a une tolérance écologique restreinte, avec notamment une localisation en tête de bassin versant. Et donc, comment on a fait ça? Sur nos 6 stations, donc, on a décidé de réaliser des campagnes de biosurveillance actives afin d'évaluer la qualité de nos cours d'eau. Donc, pour les biomarqueurs cellulaires, tout d'abord, on a pêché nos gammars, on les a calibrés par la taille, on a transplanté 80 individus dans des cages en triplicat avec 2,5 g de feuilles d'aulne qui est référencée comme la meilleure source nutritive pour les gammars. À la fin de cette transplantation, donc au bout de 18-19 jours, on a décidé de prélever nos organismes. On a décidé de prélever 3 mâles pour chaque cage et de réaliser des analyses enzymatiques, à savoir
des enzymes qui sont liées à des fonctions vitales, comme des enzymes liées à la neurotoxicité, comme l'acétylcholinestérase, des enzymes liées à des ressources énergétiques, les protéines, des enzymes de mue, la chitobiase, des enzymes de digestion, des enzymes multifonctionnelles, etc., etc. Donc toute une batterie d'enzymes. Et là, pour le suivi donc individuel et populationnel, les 2 premières étapes sont les mêmes, sauf qu'à la fin de nos campagnes de transplantation, on a décidé de déterminer différents traits biologiques observables en direct, à savoir la reproduction ou l'amplexus, la locomotion, la mortalité, l'alimentation et la biomasse. Et enfin, concernant les échelles des communautés, donc le suivi plutôt écologique, on a transplanté des sacs à litière d'une maille de 0,5 cm avec 2,5 g de feuilles d'aulne, qu'on a transplanté en parallèle de nos cages de gamarre. Et au bout de 18-19 jours, on a fixé les organismes afin de les identifier et déterminer des indices structurels. Et on a récupéré les feuilles dans ces sacs à litière qui vont nous permettre de déterminer la dégradation de ces feuilles par les communautés de macro-invertébrés détritivores. Et donc, comment on a fait tout ça? On a réalisé ces campagnes de biosurveillance sur 3 années hydrologiques. La première, c'est en 2022-2023, donc on a réalisé 5 campagnes qui visaient à cibler certaines périodes. En 2023-2024, on s'était un peu loupé, donc on a fait des campagnes en continu. Et en 2024-2025, on a ciblé une période critique de l'exposition en réalisant 3 campagnes. Et donc on peut voir qu'en fait, nos saisons hydrologiques, il y a des saisons plutôt humides, comme l'année 2023-2024, une année plutôt très sèche, 2024-2025, et une saison plutôt intermédiaire, comme l'année 2022-2023. Et donc pour les résultats, je vais vous présenter en fait l'année 2022-2023, puisque tous les autres, nous ne les avons pas forcément. Et donc, l'une des premières questions, c'était de se poser comment les biomarqueurs individuels et populationnels, chez nos 2 espèces de gamarres encagées, répondent à la saisonnalité d'exposition aux pesticides. Donc tout d'abord, je vais vous présenter juste un tableau sur la physico-chimie. Donc ce tableau fait débat au sein de mon équipe. Tout d'abord, il y a donc la température. Ce qui nous intéresse, toutes les valeurs sont organisées de la même manière, c'est à savoir le minimum, la moyenne, le maximum et en dessous le coefficient de variation. Et donc pour la température, en fait, on peut voir que la température est plutôt stable entre nos 6 sites, mais par contre, il y a un fort coefficient de variation, c'est-à-dire qu'il y a une forte amplitude au sein de nos sites. Pour l'oxygène, c'est plutôt une amplitude temporelle, puisqu'il peut varier entre 57 à 137% d'oxygène dissous. Pour la conductivité, c'est pareil, il y a une amplitude entre 485 et 660 microsiemens par minute. Le pH est plutôt stable. Et pour les nitrates, que j'intègre dans cette partie-là, eh bien en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on observe que le site le plus contaminé est le site E, sauf qu'il est en tête de bassin versant, et donc on s'attendait à ce qu'il soit le moins contaminé. Et on peut supposer qu'en fait, cet apport de nitrate provient essentiellement en fait, des sources, puisqu'il est stable tout au long de l'année. Et les sites les moins contaminés sont les sites M et L. Le L, ça confirme nos hypothèses. Le M, ça l'oppose. Et donc, concernant la dynamique chimique. Et donc, les 5 campagnes ont été faites sur chaque mois. Nous avons analysé un total de 575 molécules. Et ce qu'on peut observer, c'est d'abord la campagne 1, donc celle tout à gauche, eh bien, on observe une forte exposition en fait, aux métabolites. La campagne 5, une forte exposition aux herbicides. Et sur les 5 campagnes, en fait, on observe que le site E et le site L sont les sites les moins contaminés. Et donc, on peut voir qu'il y a une dynamique à la fois spatio-temporelle de l'exposition aux pesticides. Et ensuite, si on regarde, qu'est-ce que ça donne la biologie en face? Eh bien, pour Gamarus pulex, on peut voir que, en regardant nos traits, donc notamment la biomasse et l'amplexus, ou l'alimentation et la mortalité, en fait, on peut discriminer la campagne 4 et la campagne 5. Et donc, on peut se demander si c'est lié aux diverses pressions abiotiques, quelle est la part de l'impact des pesticides. Et cela, on l'avait aussi réalisé au niveau de nos 6 sites, mais sauf que ce signal n'était pas forcément marqué. Et donc, du coup, comment relier cette contamination aux pesticides à nos réponses biologiques? Et donc, pour cela, on a décidé de faire des analyses, des régressions linéaires, type PLS. Et donc, ce qu'il y a en ligne, ce sont les variables à expliquer, nos traits biologiques, et en colonne, nos variables explicatives, à savoir la partie chimie et les paramètres abiotiques, donc physico-chimiques, hydrologiques et physiographiques. Pour la physico-chimie, en fait, on peut voir que pour la première dimension, qui est une F1, puisque bien évidemment nos jeux de données étaient immenses, on a dû les simplifier par ACP, et donc on peut observer que les 2 espèces, GP et GF, sont sensibles à la dimension 1, qui est portée par la température, l'oxygène et le pH. Et donc pour ça, on voit que ce sont la mortalité, l'amplexus, la locomotion et l'alimentation.
GF est une espèce sensible à la conductivité au carbone et à certains ions, notamment pour la mortalité et l'amplexus, et que la locomotion chez GP est impactée par les ions, certains ions et cations. Concernant l'hydrologie, on peut voir que les deux espèces sont sensibles à la turbidité et au MES, notamment la mortalité et l'alimentation, et GP et GF sont sensibles soit à la locomotion pour GF, soit sont sensibles à la hauteur d'eau pour la locomotion chez GF, soit à la hauteur d'eau pour l'amplexus et la biomasse chez GP. Et donc, ça, c'était la partie plutôt physico-chimie. Donc, qu'en est-il pour la chimie? On peut voir que pour les éléments traces métalliques, on peut voir que GP et GF sont stimulés par certains métaux, notamment le cuivre, l'arsenic, le cadmium et le vanadium. Donc, il y a une stimulation de la mortalité et de l'alimentation. Et en revanche, l'amplexus et la locomotion sont inhibés par certains métaux comme le cobalt, le nickel, le zinc et le titane. Et pour ensuite arriver à notre chimie, donc notamment nos pesticides, on peut voir en fait que GP et GF, la mortalité et l'alimentation sont stimulés par les molécules mères et que l'amplexus, la locomotion et l'alimentation sont inhibés par les métabolites. Les nitrates ont peu, voire pas d'effet, hormis sur la locomotion. Sauf que les métabolites, on n'a pas trop de recul vis-à-vis de ça. Et donc ce tableau était absolument énorme et même un peu indigeste, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une synthèse. Et donc concernant cette synthèse, en fait, on s'est dit, quelle est la part des paramètres environnementaux, donc physico-chimiques, hydrologiques, physiographiques, et la partie chimie, donc pesticides et métaux et nitrates, qui impactent le plus nos biomarqueurs. Et donc on peut voir que pour Gammarus pulex, 3 sur 5 des biomarqueurs semblent être sensibles à la pression chimique, et pour GF, seulement 1 sur 5 des biomarqueurs semblent être sensibles à la pression chimique. Donc on pourrait se dire que GP en fait, est une espèce plus appropriée pour évaluer une pression chimique. Sauf qu'un détail que je ne vous avais pas dit, c'est que GP est une espèce du bassin versant de l'Orgeval, et GF, elle, est une espèce transplantée. Donc on peut se dire qu'en fait, cette espèce GP était tout simplement en fait, adaptée. Et donc, pour conclure, on peut voir que les biomarqueurs, en fonction de l'espèce, en tout cas, répondent aux fluctuations des paramètres confondants. C'est la première étape. Mais qu'ensuite, ils répondent à des contaminations pesticides in situ. Qu'en est-il des métabolites? Puisque à l'heure actuelle, en écotoxicologie, les métabolites sont peu, voire pas étudiés. Donc là-dessus, on n'a pas assez de recul. Et ensuite, on peut voir qu'il y a des différences de réponse des biomarqueurs entre deux espèces, en fonction des différents paramètres, et que Gammarus pulex semble être plus approprié pour évaluer la contamination des pesticides. Donc ce qu'il y a en termes de perspective vis-à-vis de l'action holistique, c'est qu'on avait réalisé un suivi en continu, notamment sur l'année 2023-2024, et qu'il nous reste non pas 5, mais 21 campagnes à exploiter, ce qui est énorme, pour intégrer toutes les dynamiques saisonnières, et pas seulement un pic de pesticides de molécules mères et un pic de métabolites. Et puis, une autre partie qui est aussi intéressante, c'est de mettre en relation toutes nos échelles organisationnelles, de la cellule jusqu'à la communauté. Est-ce qu'on peut voir des effets en cascade? Imaginons un impact sur une enzyme digestive, se répercutant sur l'alimentation chez les gammas et se répercutant sur la capacité de dégradation des communautés. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui sont venues sur le terrain avec moi et le Pyrène aussi par la même occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation claire. Comme toujours, 5 petites questions, pas 5 questions, 5 minutes de questions. Donc, on peut passer tout de suite la parole à Laurent Moulin. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question que je pose souvent aux gens qui font des organismes qui mettent comme ça l'environnement. On connaît quand même de plus en plus l'influence du biote, c'est-à-dire de la communauté microbienne qui entoure ces micro-organismes sur leur capacité à se nourrir, ce qui va coloniser leur chitine, la présence d'un certain nombre d'espèces potentiellement pathogènes pour elles. Et donc finalement, dans toutes les régressions que vous faites, vous focalisez sur le risque chimique, mais qui est peut-être une corrélation indirecte. Enfin voilà, c'est des corrélations. Vous avez essayé de faire des analyses de diversité bactérienne dans les environnements ou dans leur biote à eux de ces micro-organismes, parce que voilà, il y a de plus en plus de littérature qui montre que c'est quand même essentiel à leur mode de fonctionnement, et on peut imaginer un effet confondant lié à des bactéries qui les entourent. Alors
ça, c'est évident que c'est des paramètres confondants. Quand on fait du terrain, bien évidemment, il y a une multitude de paramètres. Je ne vous ai pas montré, mais il y a pareil tout ce qui est substances médicamenteuses qui apparaissent aussi sur nos sites. Et par la même occasion, tout ce qui est contamination par la partie particulière, donc sédiment, qui est en cours d'analyse. Concernant les bactéries, nos feuilles, quand on les encage, nos gamarres, elles sont lavées, séchées, donc on sait que, en tout cas, la ressource d'alimentation, puisqu'on sait que les bactéries et les micro-organismes ont tendance à stimuler la dégradation des feuilles, notamment chez les gamarres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye pas de limiter, mais au moins d'avoir quelque chose de reproductible entre toutes nos périodes d'encagement, etc. Après, on n'a pas fait forcément, et je pense que ça ne sera pas possible, de faire des analyses sur nos organismes d'un point de vue flore microbienne, puisqu'on ne l'a pas fait, tout simplement. Ça s'arrête là. Mais c'est une bonne idée, ça ne veut pas dire le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Là-bas. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Du coup, c'est une question à propos des métabolites. Donc là, c'est l'exposition aux métabolites, mais est-ce que les gamarres sont capables de bien métaboliser ces pesticides et l'action de métaboliser peut être aussi néfaste? Est-ce que vous avez regardé ça? Non, ça sera dans un futur projet, je crois, Jérémy pourra peut-être en parler mieux que moi, de regarder aussi toute la partie bioaccumulation, pesticides et métabolites sur les organismes. Okay. Merci. Alors, Jérémy, tu veux répondre maintenant? On garde la question pour après? Pour après? On garde la question et on reviendra dessus au moment de la phase d'échange un peu plus vaste sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, on va enchaîner pour justement attaquer la dernière présentation. Encore merci pour celle-là. Et donc, on attaque avec les microplastiques dans les cours d'eau du bassin de l'Orgeval. Une présentation à 2 voix, si je ne m'abuse. Super, merci. Bien, donc en effet, on va vous parler un peu de la problématique des plastiques sur le bassin de l'Orgeval. Donc maintenant, les plastiques, c'est assez bien connu, vous en avez tous entendu parler en tant que problématique. Et aussi dans le Pyrène, ce qu'on fait déjà depuis une dizaine d'années. Et les travaux qu'on a fait au LISU, que ce soit avec le Pyrène, que ce soit avec Opur, que ce soit au sein d'autres projets, ça a été un peu d'essayer de comprendre les sources de cette pollution, voir un peu les voies de transfert. Donc d'où ça vient, comment ça se transporte, et puis surtout où est-ce que ça atterrit. Et donc ça, on l'a fait à l'échelle du bassin de la Seine, on l'a fait à l'échelle de l'agglomération parisienne, avec le milieu naturel, plutôt avec le Pyrène, et puis le milieu urbain avec Opur. Et sur ces dizaines d'années, on a aussi travaillé sur les développements méthodologiques, parce que c'était une thématique encore jeune, et les méthodes ont beaucoup évolué. Alors ça ressemble un peu aux résultats qui en est ressorti de ces 10 dernières années, où notre objectif, ça a été de regarder différents compartiments, donc atmosphère, milieu urbain et rivière, et dans chacun de ces compartiments, d'essayer de quantifier ces plastiques-là, de connaître les flux, et de savoir combien passe d'un compartiment à l'autre. Le souci, c'est que ces travaux-là, qui se sont faits sur une dizaine d'années, se sont faits aussi en parallèle des évolutions méthodologiques. Moi, quand j'avais commencé en 2013, on comptait les microplastiques avec un microscope sans trop savoir ce qu'on comptait. Maintenant, on a des méthodes automatisées, on les suit et en plus, on connaît leur type, leur taille, etc. Et donc là, par exemple, dans cette vision qui s'est construite sur 10 ans, les flèches que vous voyez qui sont de différentes couleurs, c'est des valeurs qui ne sont pas du tout comparables parce qu'elles ont été faites avec des méthodes différentes et elles n'expriment pas du tout la même chose. De plus, c'est un travail qu'on a fait à l'échelle du bassin. Et donc, quand on a envie d'extrapoler ces flux avec des méthodes et des échantillons qui prennent beaucoup de temps à faire, donc on a assez peu d'échantillons au final pour extrapoler ces valeurs-là, on se retrouve avec beaucoup d'incertitudes parce qu'on a une multiplicité de sources qu'on ne maîtrise pas, on a une multiplicité de dynamiques qu'on ne maîtrise pas. Donc pour cette phase, on a décidé pour un peu mieux répondre à ces questions, de se recentrer sur une zone plus petite. Et donc on a choisi un bassin qu'on aime bien en Pyrène, le bassin de l'Orgeval, où cette fois-ci, plutôt que d'essayer de regarder tout ce qui se passe au niveau du bassin, on va se retrouver dans une surface
plutôt limitée dans laquelle on va mieux maîtriser les différentes sources qui se passent. En employant les évolutions métrologiques qu'on a réussi à mettre en place, mieux comprendre les dynamiques, les transferts, les flux, et faire un bilan de masse au sein d'un même projet, donc aussi avec des méthodes comparables, et on espère que ça va nous permettre, avec cette même approche systémique finalement, avec toujours un transfert entre compartiments, de réussir à mieux comprendre comment ces plastiques se retrouvent d'un compartiment à l'autre. Alors ce qui est nouveau avec le bassin de l'Orgeval, qu'on n'a pas beaucoup fait, c'est qu'il y a aussi le facteur sol, qui est quand même un grand stock, et donc ceux qui se retrouvent dans le sol et qui passent vers les rivières via les drains, ça change aussi un peu comment on va faire les choses. Alors tout ça, donc on le fait par étapes. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'ensemble des compartiments, mais vite fait, on a commencé à faire des études sur l'atmosphère, et là où l'objectif, ça a été de sélectionner, on a environ 4-5 sites sur l'ensemble du bassin pour se retrouver et en forêt, et en milieu agricole, et en ville, et voir un peu les différences à une petite échelle au niveau des retombées atmosphériques. Des premiers résultats montrent des retombées atmosphériques d'ailleurs qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on trouve à Paris, ce qui, pour le coup, est logique. Ensuite, on s'intéresse aussi au sol. Et donc là, on a regardé environ 9 sites de sols agricoles différents avec des pratiques agricoles différentes pour voir un peu aussi les niveaux de stock qu'on y retrouve. Donc là, pareil, on ne va pas rentrer en détail dans les résultats de sol aujourd'hui, mais ce qu'on retrouve assez clairement, c'est que les sols sur lesquels il y a de la plasticulture, donc des serres et du paillage, c'est des sols qui vont se retrouver beaucoup plus contaminés que les sols sur lesquels il n'y a pas de plasticulture. Par contre, l'épandage de boue n'est pas un apport significatif par rapport à tout ce qui est retombées atmosphériques, par exemple, qui sont déjà assez conséquentes. Et donc, ce qu'on va plutôt présenter aujourd'hui, et dont je vais passer la parole à Lucas Frissot, qui est en thèse, qui s'intéresse plutôt à la partie aquatique de ce bassin-là, et donc les drains et les rivières, et c'est ce qu'on va présenter comme résultat aujourd'hui. Alors, du coup, donc comme l'a dit Rachid, on va plutôt s'intéresser au milieu aquatique. Donc, comme on l'a vu dans un peu toutes les présentations cet après-midi, le bassin versant, il est largement drainé. Hein. Donc, nous, on a mené une campagne de repérage justement de ces rejets à l'échelle du bassin, où voilà, on a pu comptabiliser le nombre de drains. Donc, on en a comptabilisé 284 à l'échelle du bassin. La majeure partie de ces rejets sont composés de plastique. Donc déjà, on peut émettre l'hypothèse que les drains, en plus d'être un vecteur de transport des plastiques depuis les sols vers les rivières, peuvent être une source en eux-mêmes. Et ça va aussi, comme il a été dit plusieurs fois dans l'après-midi, mener à un bassin versant qui est très réactif aux événements pluvieux. Et ça, donc, c'est super intéressant parce qu'on va faire un suivi hydrologique tout au long de l'année, où voilà, on va essayer de caractériser au mieux les variations saisonnières ou à l'échelle événementielle donc de la pollution plastique à l'exutoire du bassin. Concernant les transferts sol-rivière, donc on a échantillonné un rejet de drain entre 2023 et 2024, où voilà, on a pu échantillonner 14 échantillons d'un rejet de drain agricole sur une surface qui draine une surface agricole, donc à Mélarcher, là on peut voir avec la petite étoile bleue sur le côté, qui draine une surface de 0,12 km². Donc voilà, on va pouvoir quantifier des flux de microplastiques par unité de surface drainée, et donc après l'extrapoler en fonction de la surface drainée à l'échelle du bassin. Donc là, ce site-là, c'est un site où il n'y a pas d'épandage. Là, dans le cadre de ce projet, il est prévu qu'on instrumente un drain sur une surface où il y a de l'épandage. Donc on sait que les boues sont peuvent être une source de plastique. Du coup, instrumenter un rejet de drain où il n'y a pas d'épandage. Donc voilà, ça va nous permettre de faire un suivi et de calculer des flux assez précis de transfert depuis les sols vers les rivières. Pour le compartiment aquatique, donc plus la rivière, on a fait donc un peu à la manière qu'on a fait pour les sols ou pour les retombées atmosphériques, une caractérisation plutôt spatiale où vraiment on est venu prélever en fonction des usages de sol, donc en milieu agricole, voilà, où on a
en milieu agricole, en milieu forestier et en milieu urbain, où on est venu vraiment faire des échantillonnages où voilà, on va vraiment venir prélever une quantité d'eau suffisante pour la caractérisation des plastiques. Et on a fait un gros focus, donc là sur l'année 2023-2024, où on a fait vraiment un gros suivi à l'exutoire, donc sur le site des Avenelles, où voilà, on est venu faire des échantillonnages de manière mensuelle et événementielle, où comme on peut le voir là sur cet hydrogramme là, donc en jaune c'est les échantillonnages qu'on a réalisés. Donc on a fait vraiment un suivi intense où voilà, on s'est rendu sur le terrain chaque jour avec donc des événements de crue qui vont apparaître là en jaune maintenant, en rouge c'est plutôt le suivi mensuel, et en vert donc tout au bout à droite on peut voir un événement qu'on a suivi, un événement de crue extrême où là on se rend pas bien compte, mais parce que en fait le lit de la rivière a débordé à partir de grosso modo 14 500 litres par seconde, mais il a été estimé à plus de 30 000 litres par seconde. Donc on a vraiment un événement de crue extrême où là on est arrivé en fait le 8 octobre, donc on est arrivé à peu près vers 20h, on a planté notre tente avec Guillaume qui est juste là. On a commencé à échantillonner un peu toutes les heures et demie, toute la nuit, jusqu'au lendemain, là, au 9, où à peu près à partir de 15h, mes encadrants ils m'ont dit que ça commençait à être un peu dangereux. Et donc du coup, on a plié les bagages, on est rentré, puis on est revenu seulement quelques jours après quand le niveau de l'eau avait baissé, puis le 14 quand voilà, le débit était revenu à la normale. Donc on a pu vraiment suivre voilà, de manière précise, de manière intense en fait, cet événement de crue. Et donc là, voilà, on va passer aux résultats, où les premiers résultats, on va parler de la dynamique saisonnière. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'entre période de basse eau et de haute eau, quand on compare les valeurs minimales, donc là, on voit les concentrations en microplastique par mètre cube, donc c'est en nombre de particules par mètre cube, on observe que pour les valeurs minimales, on a des minimums qui sont plutôt similaires, mais dès qu'on s'intéresse aux valeurs médianes, là, on a tout de suite un impact marqué des conditions hydrologiques où on va déjà avoir un rapport x6 entre basse eau et haute eau. Et ce rapport est d'autant plus marqué quand on regarde les valeurs maximales où voilà, ça monte jusqu'à x16 en haute eau. Et donc là, quand on a vu ça, on s'est interrogé sur quand et pourquoi ces valeurs extrêmes vont apparaître en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs extrêmes, ces valeurs beaucoup plus importantes, elles apparaissent pendant des événements de crue. Donc quand on regarde à l'échelle événementielle, quand on va avoir une variation du débit, donc on voit là que ce soit quand le débit augmente ou quand le débit diminue sur l'hydrogramme de droite, on va avoir voilà, des concentrations qui sont très importantes. Et donc ça, ce serait du coup l'origine de ça, ce serait voilà, une remise en suspension, des sources différentes, mais qui sont du coup directement liées aux conditions hydrologiques. Et donc voilà, on a eu une augmentation énorme de la concentration en microplastique. Et ces résultats, ils se sont confirmés donc avec les résultats du suivi de l'événement de crue extrême, où là, je vous demande pas de regarder chaque concentration en détail, mais ce qui est intéressant en fait, c'est de voir, quand on regarde l'histogramme sur le côté là, c'est que les valeurs de concentration de nos échantillons, elles vont suivre la même tendance que le débit. Donc, actuellement, dans la littérature, on avait vraiment du mal à établir voilà, une vraie relation entre le débit et donc l'impact des conditions hydrologiques sur la dynamique des plastiques. On avait parfois des dilutions, parfois des augmentations, mais très légères. Et finalement, quand on regarde ça, ces résultats, on se rend compte que si on prend des échantillons uniquement durant la pré-crue et durant l'après-crue, on va dire, comme on voit très souvent dans la littérature, et on aurait effectivement eu du mal à tirer une conclusion claire, mais parce qu'en fait on a une grande variabilité durant la crue et même au sein d'une même étape de la crue. Donc là, on voit qu'on a des valeurs qui oscillent entre 600 microplastiques par mètre cube à des valeurs qui sont proches de 18 000 microplastiques par mètre cube durant la crue. Et donc, que échantillonner uniquement avant et après, ou échantillonner uniquement un ou deux échantillons pendant la crue, pourrait mener à un manque de représentativité. En fait, on pourrait passer à côté d'une grande partie des microplastiques qui passent à l'exutoire de notre bassin versant.
Et pour montrer encore plus l'impact de la crue, on a en fait un petit calcul. Donc à l'échelle de l'événement, on a calculé un flux sur cet événement qui a duré 6 jours. On a un flux qui est de l'ordre de 10 puissance 9 microplastiques par jour. Donc là, pris comme ça, cette donnée, elle a pas on se rend pas bien compte. Mais quand on compare à un flux en utilisant la valeur moyenne de concentration qu'on a tout au long de l'année en base eau et le débit moyen à l'exutoire du bassin versant, on a des flux 200 fois plus bas en période de base eau. Donc voilà, on a un énorme impact des conditions hydrologiques. Et du coup, on s'est aussi intéressé à la matière en suspension. Est-ce qu'on pouvait établir une sorte de corrélation entre matière en suspension et dynamique des plastiques? Actuellement, on n'a pas de vraie corrélation, mais on a des tendances. Et quand on parle de matière en suspension, il y a un phénomène qui est plutôt connu, c'est le phénomène d'hystérésie. C'est quand, à débit égal, on va observer des concentrations, donc là par exemple en matière en suspension, différentes pendant la phase de crue et de décrue. Donc quand on trace matière en suspension en fonction du débit pour une crue, on va observer une sorte d'hystérésie, donc de courbe circulaire comme ça, où si elle est dans un sens horaire, là, ça voudra dire que les sources de ce contaminant, donc là par exemple la matière en suspension ou les microplastiques notamment, sont issus d'une source rapide, donc par exemple la remise en suspension des sédiments. Et si c'est en contre-horaire, dans ce sens-là, ce sera une source lente, donc issue par exemple du ruissellement. Et donc, dans notre cas, quand on a regardé la matière en suspension, donc on a une hystérésie horaire qui voudrait dire que l'origine des matières en suspension est plutôt une source rapide. Et même si on a, en raison de l'incertitude sur la mesure sur la détermination des concentrations des microplastiques, on a quand même une hystérésie, une tendance qui se forme à l'hystérésie horaire et qui nous montre pour la première fois que les microplastiques pourraient présenter des dynamiques similaires à celles des matières en suspension et donc pourquoi pas après essayer d'établir vraiment une relation entre matière en suspension et microplastiques. Et j'en arrive à ma conclusion où on a pu observer une vraie dynamique saisonnière des microplastiques grâce à cette étude. On a montré que l'échantillonnage seulement avant et après pouvait entraîner un manque de représentativité, et c'est pour ça que dans la littérature, on a énormément de mal à tirer des conclusions réelles sur l'impact des conditions hydrologiques, on observe des dynamiques similaires entre matière en suspension et microplastiques, alors que jusqu'à présent, c'était compliqué d'établir des vraies relations, et que même si la littérature ne le montre pas, en crue, on a vraiment des flux qui sont beaucoup plus importants, où là, on a montré qu'on a des flux jusqu'à 2 fois plus importants. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis j'attends vos questions. Merci pour cette présentation, la dernière de la journée. Nous avons le temps pour quelques questions directement vous adresser. Michel Mébec. Merci. C'est passionnant et vous avez eu beaucoup de courage d'échantillonner cette crue Kirk. Est-ce que vous pourriez remettre l'hydrogramme qui était tronqué là? Voilà. Ici. Non, le précédent qui est tronqué. Voilà. Là où c'est tronqué. Là. D'accord. Débordement. Donc vous n'avez pas prélevé en fait la pointe de crue. Non, la pointe de crue, non, parce que. Bon. Ouais, pardon. Ok. On était sous l'eau. Bon. Donc vous êtes pas allé pendant la pointe. Non. Ok, d'accord. Non, alors c'est ça que je veux dire. Ça continue à augmenter parce que vous passez d'un autre type de processus d'érosion. Tout fout le camp. Vous avez des pans entiers de la rivière qui s'écroulent carrément dedans. D'accord ? Donc en fait, votre pic de MES, il ne va pas être à 600 mg par litre, il va être à 6 grammes par litre. Vous allez choper un ordre de grandeur supplémentaire. Comme c'est associé au pic de débit, ça vous donne encore peut-être même 2 ordres de grandeur supplémentaires dans votre calcul de flux. Donc, il va pas être 200 fois plus de bases d'eau, il va être 2000, peut-être même 20 000. Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que une petite crue là, qui va... une petite, excusez-moi, mais une crue qui va durer une journée,
elle va transporter autant de microplastiques que peut-être que 10 ans. Donc, voilà, les calculs de flux qui sont associés au MES, c'est quasiment impossible, sauf si on a le courage de choper la crue exceptionnelle. Oui. Mais honnêtement, hein, on a fait plein de simulations avec Florentina Moattar sur le calcul des flux extrêmes, etc. Si on a une idée des relations concentration-débit, on peut les extrapoler, même à un facteur 2 ou 5 près, et vous allez voir que ça va vous faire exploser tous vos calculs. Ouais. Non, très bien, merci pour la remarque, mais effectivement, ça on en a bien conscience, hein, que les processus sont plus du tout les mêmes et que effectivement ça doit être d'autant plus. Et là, au moins, ça nous permet de montrer vraiment que l'impact est énorme, mais effectivement, on sous-estime très probablement énormément le flux qui peut être d'autant plus important, ouais, effectivement. Bon, évidemment, on peut être que admiratif devant votre travail et je rejoins tout à fait les relations, les questions, les commentaires de Michel sur cette question. Alors, Philippe Bonté doit être quelque part dans la salle et je sais que ça lui rappelle, c'est les hystérésis de MES, une thèse de Laure Tessier qui a dû être soutenue en 2003, qui donne exactement le même genre d'hystérésis. Est-ce que, pour répondre à cette question qu'est-ce qui se passe pendant la crue, est-ce que des archives telles que des laisses de crue ou des carottes de sédiments pourraient répondre à ces questions ? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Là, comme ça, j'ai pas de réponse à ça, particulièrement, j'avoue. Je sais pas si les Rachid oui, alors je vais vite fait repartir sur ce que Michel a dit, puis je te réponds, Sophie, merci. En fait, c'est vrai que c'est très intéressant. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on n'a pas encore de lien concentration microplastique et débit qui est clair. Là, pendant la crue, on l'a vu pendant le début de la crue, mais en fait, selon les plages de débit, on a l'impression que ça varie pas mal, et donc c'est pas forcément une relation linéaire. Et donc ça, voilà, ça rend la chose compliquée, mais c'est vrai que faudrait quand même qu'on tienne compte de ça, parce que là, les flux que Lucas a montrés, c'est effectivement, ça tient pas du tout en compte de ce qui se passe quand ça a débordé, et c'est probablement là qu'il y a le plus gros du flux. L'autre notion qui est importante sur les microplastiques, c'est aussi la notion de disponibilité et de source, parce que les MES, voilà, on sait qu'il y en a beaucoup. Les microplastiques, c'est un stock qu'on ne connaît pas. Et leur origine, on ne les connaît pas forcément. Donc, on sait qu'ils viennent quand il y a eu les drains, on sait qu'ils viennent quand il y a eu la remise en suspension. Mais ce stock réel, qui est finalement beaucoup plus limité que le stock des MES, on ne le connaît pas vraiment. Et on ne sait pas si le débit augmente éternellement. Plus il augmente, plus on a de MES. Mais on ne sait pas si les microplastiques vont continuer à augmenter de la même manière. Même si... je pense quand même que tu as raison. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est compliqué à quantifier. Ouais, mais c'est compliqué parce que, à mon avis, il se peut que la teneur en microplastique par gramme de MES, elle a plutôt tendance à diminuer parce que les MES au pic d'érosion, elles viennent des couches du sol qui ont beaucoup moins de microplastiques, des vieilles couches, ou peut-être même de la roche-mère. Donc la première des choses à faire, c'est de tester la corrélation entre MES et microplastique par gramme. Oui. Parce que le carbone organique particulier de l'érosion des sols, il diminue quand les MES augmentent. Mais ça n'empêche pas que le flux de carbone organique particulier, il augmente pendant les crues. Donc c'est compliqué. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne l'a pas montré ici parce qu'on n'a pas encore de jolies relations microplastique-MES qui, pareil, semblent beaucoup varier selon les conditions, mais
Mais c'est clairement l'axe à prendre maintenant. On essaye de vraiment, parce que là, toutes les concentrations jusque-là, puis pendant les 10 années, on exprimait des microplastiques par mètre cube d'eau. Et ça, on va commencer à shifter vers du microplastique par gramme de MES, qui semble être une notion beaucoup plus pertinente et qui permet du coup de recouper aussi sur les laisses de crue où là, on est dans des sédiments, donc on est dans une autre unité qui, pour l'instant, on n'arrive pas à la faire communiquer avec nos données sur l'eau. Mais en repassant vers des microplastiques par MES, ça permettra aussi de commencer à faire communiquer ça avec les laisses de crue, d'en parler Sophie, et qui voilà, peuvent, je pense, être des choses assez intéressantes à regarder aussi, qu'on a déjà regardé dans Cityplast avec Sophie même, et puis qu'on pourra regarder aussi sur le bassin de l'Orgeval. Merci pour ces précisions et ces quelques questions. Restez là puisqu'on va passer directement, on se garde peut-être 10 minutes, si on est d'accord, pour faire un échange axe sur toute la session. Donc je demandais aux personnes qui ont présenté et puis aux animateurs et animatrices d'axe surtout de revenir au pupitre, enfin, sur ce magnifique bureau et de voilà, peut-être de répondre à quelques questions dynamiques croisée, ambition, orientation pour l'axe. Alors, je ne sais pas s'il y a suffisamment de sièges, j'espère. Sinon, vous choisissez à la courte paille qui sont les 6 qui se mettent là. Voilà, on garde quand même nos animateurs. C'est quand même important. Ouais, je pense que... Eh oui, il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Là. Vous êtes plus nombreux que la première session. Et si vous avez des questions pour l'axe et les dynamiques peut-être croisées entre toutes ces présentations, allez-y. Moi, ça tombe bien, j'ai le micro, je peux commencer, je peux en lancer une de questions. La question des microplastiques, elle est pas mal passée sur le devant de la scène médiatique à un moment. Il y a eu un rapport qui est sorti de l'OPEX qui s'appelait Microplastique, une bombe à retardement, et où la question de la capacité d'absorption des plastiques et des microplastiques était à étudier, notamment vis-à-vis des polluants. Et je voulais savoir, puisqu'on est dans cette session où on parle à la fois de polluants et de microplastiques, est-ce que cette dynamique, vous l'avez en tête pour des projets futurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Voilà, je lance. Oui, alors, non, pour l'absorption. Oui, pour le fait que les microplastiques sont riches en micropolluants en fait, dans leur composition et qu'ils en relarguent moins. Les plastiques en général, c'est à peu près 16 000 additifs différents, dont plein qui sont connus comme toxiques. Et donc ça, c'est des travaux qui sont prévus, qu'on prévoit notamment les U avec Julien Leroux qui fait du screening non ciblé, puis ensuite pour chercher des additifs ciblés. D'un point de vue absorption, en fait... Alors les calculs que nous on a fait, que j'ai pas forcément là, mais qui montrent en fait que la quantité des plastiques est quand même beaucoup trop faible par rapport à tout ce qui est MES et autres, et qu'en fait même si les plastiques ont une capacité d'absorption qui est beaucoup plus élevée, un plastique individuel et une particule de MES individuelle, la particule de plastique va absorber beaucoup plus. Mais dans une rivière, il y a tellement plus de MES que de plastique qu'en fait, les particules naturelles vont avoir tendance à absorber beaucoup plus de polluants que les particules de plastique. Qui sont en fait, c'est vrai que là, nous, on donne des concentrations, on ne s'en rend pas compte, mais les plastiques, c'est moins d'une particule sur 1 million quand on prend un échantillon, parce que voilà, il y a quand même beaucoup plus, et heureusement, beaucoup plus de particules de MES naturelles. Alors, une question. L'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, Sonia Decker, agence de l'eau Seine-Normandie. Oui, moi, mon intervention, elle s'adresse à Aurélie Goutte et j'ai pas retenu à Léa Lorrain, en fait. Sur vos travaux, en fait, j'ai bien compris que on allait se rencontrer et je vois l'ampleur de la réunion qu'on va devoir avoir et donc des collègues que je vais mobiliser pour justement cibler des endroits très pollués que vous voulez à partir de nos données. Mais je voulais aussi, et c'est une information pour tout le monde, en fait, l'agence de l'eau avait un site où on mettait à disposition des chroniques, c'est-à-dire qu'on avait toute notre surveillance et il
suffisait de cliquer sur un point et de savoir, pour savoir si on avait un polluant ou pas, avec une profondeur dans le temps. C'est-à-dire, il y avait un petit calendrier et on avait voilà, des chroniques. Donc ce site a disparu, mais on l'a remis en service il n'y a pas longtemps. Donc quand je vois votre carte ciblée sur l'Essonne avec le petit point aussi à côté, et ben en fait, si vous vous posez des questions pour savoir s'il y aura beaucoup de médicaments ou de, et ben en fait, je vous enverrai le lien c'est sur le site de l'Agence de l'eau à la rubrique qualité des eaux, chronique de qualité. Et là, vous aurez un peu des informations, vous pouvez chercher par vous-même. Maintenant, voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne vous aide pas à chercher, mais voilà, c'était une information aussi pour tout le monde, si jamais les gens s'interrogeaient. C'est de la donnée vraiment visualisable, et après, voilà, c'est sans... Enfin, c'est vraiment à disposition de tous. Merci pour la remarque. Est-ce qu'il y a encore des questions? Même si je sais que la journée est longue, qu'on est en fin de journée, c'est peut-être le moment. Anis, évidemment. Donc Anis Yari, Pirensen. Je voulais revenir sur la question qu'on a évoquée suite à l'une des présentations sur les métabolites de pesticides. Alors c'est un sujet qui est peut-être un peu moins médiatique que les microplastiques dans les médias, on va dire généralistes, mais dans la communauté scientifique, ça suscite beaucoup de discussions. Et Léo, dans la présentation, tu as souligné le fait qu'on manquait effectivement de recul sur les métabolites. On sait que c'est un sujet qui intéresse aussi nos partenaires. Pendant le corps, on avait eu des discussions à ce sujet. Je sais que Haute-Paris, le CEDIF avait évoquer leur intérêt sur cette question des métabolites. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les chercheurs du Pirène, notamment ceux de l'Axe 4, s'emparaient de cette question pour résoudre un peu ce manque de recul. Quelles sont les principales questions qui se posent? Quels sont les moyens qu'on peut imaginer pour répondre à ces questions? Et comment est-ce qu'on peut imaginer des interactions entre les différents acteurs, à la fois scientifiques et gestionnaires de l'eau, sur cette question? C'est une bonne question. Je pense qu'on l'a plus ou moins en tête tous, on va dire. Il y a certains projets qui fait de plus en plus d'analyses non ciblées quand on fait des prélèvements. Et du coup, on ne va pas rechercher forcément les métabolites, mais voilà, toute autre molécule potentiellement intéressante. Donc ça, c'est plus pour la partie chimique qu'on pourrait retrouver. Il y avait aussi peut-être le lien avec l'écotoxicologie, je pense, dans ta question. Là, je vais plutôt laisser la parole aux spécialistes écotox. Ok. Donc pour les réponses en écotox, vis-à-vis des métabolites, on n'a pas grand-chose finalement. On a peut-être l'AMPA qui est bien connu. Effectivement, on peut voir des essais sur tout ce qui est espèces aquatiques ou autres espèces, même terrestres. Maintenant, le problème des métabolites, c'est que faut pouvoir, effectivement, on peut en quantifier quelques-uns dans les milieux naturels. Maintenant, il faut pouvoir les avoir à disposition au laboratoire pour tester éventuellement leur toxicité. Je pense qu'effectivement, on n'a peut-être pas assez de recul sur ces métabolites et leur pouvoir toxique. D'autant plus qu'ils peuvent être présents au cocktail, comme a pu le montrer Léo, et en grande quantité. Tu as ouvert la discussion. Ça marche, oui. Bon, tu as ouvert la discussion métabolite. Alors, bon, fallait le faire. Alors, je ne sais pas si le CEDIF est resté, mais voilà. C'est une vraie question dans le sens où, en plus, à l'ONSES, c'est toujours un problème de classement. Hein. Quand on discute du classement métabolite, parce que c'est souvent classé comme pertinent parce qu'on a un manque de données toxicologiques, alors humains, hein, pas écotox, parce que pour le coup, c'est encore autre chose. Mais c'est une vraie problématique. Je pense qu'il y a plein de questions, même d'un point de vue concentration, dans le sens est-ce que ces métabolites vont disparaître vite ou non, puisque la molécule mère est maintenant interdite. Donc on peut, si on parle du métabolite du chlorothalonil, dont on sait que la molécule mère, elle devrait quand même disparaître. Et combien de temps on va avoir ces métabolites? Est-ce que les réactions de disparition de ces métabolites vont être rapides ou longues? On sait qu'ils sont assez... En tout cas, ils ont des formes un peu différentes quand dans de l'eau chlorée, donc on peut imaginer que dans l'environnement, il doit y avoir des réactions
assez complexe. Donc c'est peut-être cette partie-là, je pense qu'on avait un peu... je ne me rappelle plus du teneur de notre discussion exacte, mais voilà, en tout cas c'est une problématique qu'on avait soulignée. Et je ne sais pas s'ils sont tous visibles en non ciblé. Alors pour le chlorothalonil, ça marche bien en TOF, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'était pour qu'on ait une réflexion un peu peut-être générale. Alors peut-être le CDI fait notre vision, mais en tout cas même sur un bilan de la contamination et sur j'ai vaguement l'impression que ça descend un peu, mais on est toujours dépendant des phénomènes hydrologiques sur notre suivi qui maintenant a 3 ans à peu près. Mais voilà, on n'a pas forcément tous les éléments pour conclure maintenant. Et peut-être bien que si on travaille à plusieurs, on arriverait à avoir des visions à long terme, et pas juste pour le plaisir de savoir, mais parce que ça engendre des coûts gigantesques. C'est des molécules très hydrophiles qui passent très, très facilement les charbons actifs. Du coup, c'est une vraie problématique pour tous les traiteurs d'eau. Ça dépasse l'Île-de-France, mais en tout cas, en Île-de-France, c'est une vraie problématique. Voilà. Bon, je n'ai pas dit grand-chose, mais... Je voudrais revenir sur la problématique de l'orgeval en général. C'est un peu décalé par rapport aux micropolluants. On a démarré dans le Pirensen dans les années 90 une étude sur l'orgeval qui est passée complètement à la trappe parce qu'on a passé 3 ou 4 ans à essayer de faire des bilans et on n'avait pas les crues. Donc déjà, on ne pouvait pas faire les bilans. Mais là, on s'aperçoit que pour faire les bilans, il faut avoir des crues extrêmes. Alors c'est déjà un peu plus. Et je me posais la question, est-ce que vous avez prélevé lors de la crue Kirk pour vos petits copains? C'est-à-dire, par exemple, des pesticides? Alors nous, on peut répondre là-dessus. Pendant la crue Kirk, nous, on l'a jaugée, cette crue. Et on avait des analyses également, en fait, en parallèle. Ce qui est l'avantage par rapport aux microplastiques, c'est que poser des gamarres, après, on les récupère juste à la fin. Et on avait des échantillonneurs par la même occasion. La crue a débordé et monté à plus de 3,50 m sur certaines de nos stations. Donc on a perdu nos échantillons. Ouais. D'autres ont été analysés. Donc on a ces résultats, mais j'ai pas assez de recul vis-à-vis de ça. Il y a des personnes dans la salle. Mais tu as pris les MES? Tu as fait des mesures de MES? Oui. J'ai mon anti-sèche qui est derrière moi. Et oui. Ouais. Donc il faut communiquer là, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, là, comme vous êtes des doctorants, en 2016, on a eu une super crue sur le Loing. Et ben, 1 an après, le Pirensen a sorti un papier crue extrême du Loing et de la Seine. Et ce papier, il se vend très, très bien, parce que c'est très rare de choper des crues extrêmes. Et ben, là, vous avez une crue extrême avec Kirk, il faut l'exploiter au maximum. Et il faut que les chercheurs, tout discipline confondue sur l'orgeval, vous fassiez un truc au maximum, tirer au maximum vos renseignements. Ça c'est sûr. Maintenant, les microplastiques, vous avez en fait une laisse de crue de Kirk. Là, bien sûr, ça a débordé et donc ça a sédimenté dans d'autres endroits. Et donc, vous avez votre archive Kirk sous votre nez. Donc, vous pouvez regarder quelle est la teneur de microplastique par gramme de sédiment de Kirk. Du coup, ouais, je ne sais pas si on m'entend là. Ouais. Pour répondre à ça aussi, ce que j'ai pas présenté ici, mais c'est qu'on étudie aussi donc du coup la dynamique du transport particulier, où par exemple on a un dispositif, donc on a un piège à sédiment, enfin à transport particulier par charriage, où là voilà ça pendant Kirk ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'effectivement le débit était vraiment trop important, enfin ça a pas fonctionné. Mais par contre on a aussi un dispositif de capture, enfin de piégeage de particules en suspension, où là vraiment on va essayer de caractériser la teneur justement en microplastique uniquement de notre phase particulière, enfin et pas un prélèvement. Mais voilà, on a vraiment intégré l'événement Kirk, donc dans l'événement Kirk juste la phase particulière, quoi. Je sais pas si. Avec une espèce de trappe à sédiment. Un piège, ouais, voilà, c'est ça, c'est un genre de tube. Et ça n'a piégé que Kirk. Et voilà, on l'a placé quelques jours avant et on l'a récupéré quelques jours après. Quant aux pauvres gamards,
de l'Orgeval après Kirk. Ils sont partis quelque part dans le Grand Morin et dans la Seine, non? On en a retrouvé quelques-uns quand même. Oui, on en a retrouvé quelques-uns, on en a perdu quelques-uns, et je pense qu'ils sont aux alentours du Havre, en train de visiter. Les rescapés de la science. Est-ce qu'il reste encore quelques questions pour nos chercheurs, chercheuses de cet axe sur cette thématique? Anis, oui, tu vas pas nous laisser partir. Non, c'est pas du tout. Non, c'était juste pour rebondir un peu sur la réponse d'Élodie, et puis Laurent en a parlé aussi, et ça s'inscrit, je pense, bien dans le thème du colloque sur les données. C'était ce que tu as évoqué sur l'analyse non ciblée, donc la réalisation de l'analyse non ciblée. Finalement, les résultats, c'est une sorte de grosse masse de données en fait dont on dispose avec ça. C'est très difficile de se plonger dans l'exploitation des résultats d'analyse non ciblée. Donc ma question, c'était est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues en termes de bancarisation des spectres obtenus? Qu'est-ce qui est envisageable pour peut-être de futures exploitations sur ces données? Parce que pour en avoir vu et avoir travaillé déjà avec des chercheurs qui font du NTS, c'était un peu un fouillis des fois. Alors, je ne suis pas une spécialiste du non ciblé, pas encore, tout du moins. Oui, ça fait beaucoup de données, en effet. J'ai l'impression que c'est aussi relativement spécifique à chaque appareil et difficilement, alors pas reproductible, mais comparable d'un appareil à une autre. Peut-être que les spécialistes de ces appareils-là dans la salle peuvent compléter. Mais en tout cas, oui, les spectres pourront peut-être... c'est aussi pour ça qu'on fait ces analyses en non ciblé, c'est les garder, les bancariser peut-être en effet au sein de chaque laboratoire, etc., pour pouvoir à terme revenir dessus et les réexploiter. Ça, c'est ce que l'on souhaite. Est-ce qu'on le fera? Ça, c'est une autre question. Mais en fait, c'est vrai que c'est une question. Alors, il y a un groupe on target où je pense qu'il y a beaucoup de gens du Pyrène qui sont dedans. Donc, finalement, cette discussion, elle a un peu lieu ailleurs. Non, mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, il devrait y avoir un axe du Pyrène où dedans, il y aurait une réflexion sur la conservation de ces données. C'est vrai qu'on pourrait en avoir besoin dans 10 ans en se disant, tiens, est-ce que cette molécule, elle était là il y a 10 ans? Et c'est vrai sauf erreur de ma part, j'ai oublié, mais il y a rarement cet aspect un peu réflexif sur la conservation de données un peu analytiques à long terme, notamment en chimie. Donc peut-être que, en tout cas sur cette phase-là, il faudrait peut-être l'ajouter, ou en tout cas sur la prochaine, il faudra vraiment y penser. Alors Marie Sylvestre, je pense qu'elle n'est plus là, parce que c'est elle qui gère la cellule donnée du programme. Mais il y a Nicolas qui a levé la main peut-être. Oui. Ouais. Ah oui. Non, c'est peut-être effectivement quelque chose qu'on pourrait inclure, qu'il faudra inclure de toute façon dans nos travaux. Et je pense que justement la cellule donnée du Pyrène a déjà cette problématique en tête. Nicolas, je ne sais pas si tu veux ajouter. Oui, non, je voulais aller plus loin sur la promotion de notre serveur de données relié à la zone Atelier Seine. Je pense, Laurence, peut-être que tu as des éléments plus spécifiques que moi, mais on a un serveur de données, donc il faut remplir les métadonnées. Alors ça, c'est à voir avec Marie comment les remplir, et une fois qu'elles sont remplies et qu'on a nos serveurs sécurisés, les données sont traçables, identifiables, réutilisables, etc. Donc, elles sont fair. Elles sont fair, ouais, fair play, facile à utiliser, bref. Et du coup, on est tout à fait dans cette démarche depuis déjà plusieurs années dans le Pyrène et dans le cadre de la zone Atelier Seine. Ça me donne l'occasion de rappeler pour tous ceux qui doivent écrire un rapport du Pyrène-Seine cette année qu'à la fin du rapport, il est bien écrit qu'il faut pouvoir retrouver les outils et les données et que donc les rentrer les métadonnées sur le site de la zone Atelier Seine et déposer vos données, si vous le pouvez, avec un embargo ou pas, à l'endroit que vous souhaitez, dans les multiples entrepôts que Marie Sylvestre a déjà eu l'occasion plusieurs fois de vous présenter. Donc oui. Alors, comme les absents ont toujours tort, je vais parler pour Marie, je vais m'avancer pour elle, mais il y a comme objectif également, on avait fait des metadata parties où on avait fait en direct
des accompagnements, des ateliers d'accompagnement, justement pour que les chercheurs désireux d'apprendre à déposer correctement leurs métadonnées ou leurs données puissent le faire. Et il y a une ambition d'essayer de renouveler l'expérience, peut-être avec 1 ou 2 ateliers par an. Donc ça, peut-être que Marie, qui peut-être nous voit sur YouTube, est en train de criser, mais voilà, c'est quelque chose on va essayer de renouveler l'expérience puisque ça avait plutôt plu. Donc voilà, pour compléter sur la partie données. Alors, encore un dernier mot de Laurence avant de nous libérer tous. Juste pour dire que le système a changé en fait cette année. Marie a fait un transfert de l'ensemble des données qui étaient sur l'ancien système sur le nouveau système qui est piloté, enfin qui est porté par le CNRS, donc qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus pérenne à long terme. Voilà, donc il y a eu effectivement un petit gap de temps parce qu'il fallait qu'elle fasse ce transfert général, mais maintenant qu'il est fait, effectivement, il faut y aller. Voilà, donc encore du travail pour la cellule donnée et pour le PIRNSEN en général. C'est bien de savoir qu'il y a toujours de l'ambition et du boulot. Merci, on peut applaudir nos intervenants, y compris celles et ceux qui sont restés pour ne finalement pas avoir de questions. C'est les règles du jeu. Merci à vous. Et je laisse peut-être le mot de la fin de cette journée à François Mercier. Merci à vous.